Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, attaque meurtrière de Kumba, Human Rights Watch exige indépendance, efficacité et impartialité dans l'enquête sur ce crime. L'ONG américaine demande aux autorités camerounaises de cesser toute accusation infondée et autres spéculations sur les prétendus auteurs de cette attaque. À l'étranger, Alassane Dramane Ouattara, déclaré vainqueur de l'élection présidentielle avec 94% de suffrages, le candidat du RHDP a fait une véritable razzia selon les chiffres de la commission électorale indépendante. Dans le même temps, l'opposition ivoirienne prépare un gouvernement civil de transition qui sera dirigé par l'ex-chef d'État Henri Konan Bédié. Le cœur de l'actualité nationale et internationale, c'est dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous recevoir chez vous. Sur le plan national, des jeunes oisifs de plus en plus attirés par le vol de motos. 3 d'entre eux, âgés entre 25 et 33 ans, viennent d'être mis aux arrêts par les éléments de la gendarmerie de Douala-Bonaberi. D'autres précisions dans ce reportage de Robert Mokobé, Flavien Valondongo. Des jeunes gens, 4 au total, présentés à la presse par des éléments de la compagnie de gendarmerie de Bonaberi. Ces derniers étaient devenus des spécialistes en vol de moto. Leur dernier faux fait s'est déroulé devant les services de la compagnie de gendarmerie. Quand quelqu'un a déposé, on n'a pas fermé, on a porté. On n'a pas agressé quelqu'un, on n'a pas violenté quelqu'un. C'est vrai que ce qu'on a fait n'est pas bien, mais on n'a pas volé dans la compagnie, on a volé à l'extérieur de la compagnie. Et pour de nom, je suis déjà complice parce que j'ai donné les renseignements, mais je ne suis pas un voleur. Il n'y avait pas de contrôle. On venait voir quelqu'un et puis on a vu ça dehors. Il a démarré la moto de la personne en question. Il est parti avec. C'est comme ça que la vidéo nous a pris. Voilà comment on a fait les recherches, on nous a arrêtés. Âgés entre 25 et 33 ans, ces présumés voleurs, qui ne sont pas à leur première expérience, selon des éléments de gendarmerie, ont été repérés dans leur opération grâce aux caméras de surveillance. Ils ont opéré plusieurs fois. Il s'agit en date du 7 octobre, du 12 et du 17. Grâce donc aux caméras de surveillance installées ici à la compagnie de Bonaberi par un ami de la gendarmerie, nous avons pu en temps réel voir le déroulé de leur action. C'est ainsi que nous avons pu identifier ces malfrats. Le renseignement qui a conduit à l'interpellation de ces sans-foi nilois révèle par ailleurs qu'ils quittaient leur base située dans le 2e arrondissement de la ville de Douala pour opérer dans d'autres quartiers. Nous avons de ce fait lancé des investigations à travers nos agents de renseignement. On a eu le renseignement effectif de ce que ces gens sont situés beaucoup plus dans la circonscription de Douala 2. Ainsi, nous avons pu passer à l'action. Parmi les personnes interpellées, il y a un receleur qui, selon lui, à cause de son ignorance, se retrouve dans les filets des éléments de la compagnie de gendarmerie de Bonaberi. La moto que j'ai eu à receler, on m'a arrêté avec. C'est ça qu'on est venu prendre chez moi. Et ils sont passés dans mon garage me proposer. Ils ont un truc à vendre. Moi, j'ai payé sans connaître. La patronne des lieux s'est engagée une fois de plus à assurer la sécurité des personnes et des biens de son unité de commandement. Et surtout, de tout faire pour récupérer les effets volés. Et dans le département du Mungo, un gang de malfrats sème la terreur. Les populations de cette localité ont perdu le sommeil dans la nuit d'hier à aujourd'hui sous la menace d'armes à feu. Le pire a été évité de justesse grâce à l'intervention des forces de maintien de l'ordre. On voit tout cela dans ce reportage de Jacquino Molon, Eric Fopossi. Sur le poteau, un impact de balle. Sur la fenêtre, les séquelles d'un féroce échange de tirs. Nous sommes dans la grande cour de la mairie de Pendja, département du Mungo, récent champ de bataille entre un groupe de braqueurs armés et les éléments du commissariat de la ville. Une foule entoure la dépouille du nommé Junior Gando, unique brigand tombé sur le carreau, les autres étant en fuite. On a eu la nouvelle très tôt le matin, petit matin, qu'il y a eu cambriolage au niveau du lycée bilingue de Pendja. Quand ils ont fini, ils se sont dirigés vers la mairie
de Penja. Le gardien déclare que dans la précipité, il a eu à remarquer peut-être il a eu à compter 7 à 8 personnes. Après une nuit de terreur, l'heure est au décompte des objets volés. Le proviseur du lycée bilingue de Penja est sous le choc. Ils sont entrés dans le bureau, ils ont cassé la porte d'entrée. Ils ont également cassé l'entrée de mon bureau. Et ils ont mis ce bureau sans dessus-dessous. Et à première vue, ce que je constate, c'est qu'ils ont pris mon téléviseur. Ils ont apporté un laptop qui, grâce à Dieu, a été retrouvé dans les herbes quelque part. Confrontés depuis peu à une insécurité croissante, les populations de Penja espèrent la neutralisation de tous les braqueurs jusqu'au dernier. Il fallait même qu'on les prenne tous. Parce que même ceux-là, ceux qui sont partis, nous ne sommes pas à l'abri. On peut dire cela. Mais nous sommes quand même fiers. Nous sommes un peu assurés parce qu'on a là pris une personne et d'autres ont déjà un peu peur. À Penja, une chasse à l'homme est en cours. La police entend bien retrouver les fauteurs de troubles en cavale. Tuerie de Kumba, le ministre de l'administration territoriale promet de mauvais jours aux auteurs de ce crime odieux. Paul Atangandi l'a fait savoir au cours de sa visite sur le lieu du drame à la Moda Francesca School à Kumba. En guise de recueillement, Paul Atangandi a allumé 7 bougies à la mémoire des 7 écoliers disparus. D'autres précisions dans ce reportage de Derek Diator, Gladys Sidi. Et je vous le disais, nous reviendrons sur cet élément de Gladys Sidier et d'Éric Diator sur la visite du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi à Kumba dans le sud-ouest département de la Mémé. Le ministre de l'administration territoriale promet de mauvais jours aux auteurs de ce crime odieux. Paul Atangandi l'a fait savoir au cours de sa visite et en guise de recueillement, il a allumé 7 bougies en la mémoire des 7 écoliers froidement assassinés à la Moda Francesca School de Kumba. Derek Diator, Gladys Sidi. Le ministre de l'administration territoriale allume des sièges en la mémoire des élèves froidement abattus ici dans leur salle de classe. Les 7 bougies allumées représentent chacune de ces âmes innocentes. 7 bougies allumées pour 7 corps. Et que la puissance de ces flammes, que cette puissance agisse sur ces terroristes. Et d'où qu'ils se retrouvent, qu'ils deviennent à l'instant des aveugles et des impuissants, afin que notre justice puisse les retrouver le plus rapidement possible. Le ministre Paul Atangandi a fait appel à la justice divine pour retrouver les coupables de ce massacre. Vous voyez les âges, 10 ans, 11 ans, 12, 14, 15 ans. Nous sommes venus ici après le deuil national élever les prières des Camerounais. Toutes les communautés, les chrétiens, les musulmans, les animistes, de toutes les façons, les gens ont beaucoup prié pour ces enfants. Et que ceux qui ont tué ces enfants, ils seront comptables devant Dieu et ils seront frappés par la justice divine. Les responsables des attaques du 24 octobre seront traqués jusqu'à leur dernier retranchement, ici et hors du Cameroun, fait savoir le MINAT, qui dit être convaincu que ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre de cette guerre sont à l'étranger. Non seulement ceux qui ont posé les armes, mais les commanditaires. Parce qu'il nous est revenu qu'il y a des commanditaires qui sont à l'étranger. Et ces commanditaires qui sont à l'étranger, ils seront également frappés par la justice divine. Et je le dis aujourd'hui, devant Dieu et devant les hommes, ceux qui ont tué ces enfants, ainsi que les commanditaires, il y en a qui vont manger leur chair avant de mourir. Ils seront d'abord condamnés par la justice des hommes. Ensuite, ils seront condamnés par la justice de Dieu.
Le ministre de l'administration territoriale pour sa énième visite dans le sud-ouest après le drame est arrivé à Koumba lundi, jour de ville morte. Les populations, par peur des représailles des groupes armés, sont restées terrées chez elles. Les élèves décédés dans cette tuerie seront inhumés le jeudi 5 novembre prochain. Selon le maire de la ville de Koumba, la levée des corps aura lieu à la morgue de l'hôpital de district de Koumba. Attaque meurtrière de Koumba, l'ONG Human Rights Watch demande au gouvernement camerounais de faire appel à l'expertise des Nations Unies et l'Union africaine afin de garantir indépendance, efficacité et impartialité dans la conduite de l'enquête criminelle pour déterminer les auteurs et les circonstances ayant entraîné la mort de ces 7 écoliers à la Moda Francesca School. L'économie de ce rapport, c'est avec Jean-Paul Chouniat. Près d'une semaine après les tueries de Koumba, l'ONG Human Rights Watch exige du gouvernement camerounais une enquête internationale pour faire toute la lumière sur l'attaque qui a arraché brutalement la vie 7 élèves et blessé une dizaine d'autres le 24 octobre dernier à la Moda Francesca International Bilingual Academy. D'entrée de jeu, la directrice adjointe de la division Afrique à Human Rights Watch déclare pour s'en offusquer que ce massacre est un sinistre rappel du lourd tribut payé par les enfants et des entraves à leur éducation dans les régions anglophones en crise du Cameroun. Condamnant cette attaque mortelle de trop, Ida Sawyer attend des autorités camerounaises une garantie d'indépendance, efficacité et impartialité dans la conduite de l'enquête promise, avec surtout assignation en justice de tous les commanditaires et auteurs de ce crime contre des écoliers. Human Rights Watch redoute cependant la fiabilité des résultats de cette enquête, la scène du crime n'ayant pas été protégée par les forces de sécurité, ce qui, à n'en point douter, ferait disparaître des preuves médico-légales et autres indices déterminants à l'aboutissement d'une investigation criminelle crédible. Human Rights Watch recommande surtout au régime de Yaoundé de recourir à l'appui technique et l'expertise des Nations Unies et l'Union africaine en vue de garantir efficacité à cette enquête. Cette ONG internationale demande vivement aux autorités camerounaises d'éviter toute accusation infondée et autres spéculations sur d'éventuelles complicités dans cette attaque, comme l'a fait le préfet de la Mémé le jour même du drame. Chamberlain Toundon a indexé les populations riveraines d'être de connivence avec les assaillants armés qui ont frappé la Moda Francesca College. Par ailleurs, la directrice adjointe de Human Rights Watch, Ida Sawyer, réitère que le régime de Yaoundé doit faire plus pour permettre aux enfants d'être en toute sécurité à l'école, punir sévèrement les mains criminelles de Koumba pour ainsi dissuader toute nouvelle attaque et garantir le droit fondamental des enfants à l'éducation. Les Nations Unies relevant qu'au cours de l'année scolaire 2019-2020, 81% d'enfants n'ont pas été scolarisés suite aux attaques récurrentes des établissements scolaires, le kidnapping des élèves et enseignants dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, une politique de boycott de l'éducation imposée par les séparatistes pour faire pression sur le chef de l'État Paul Biya dans la conviction d'obtenir l'indépendance de leur république virtuelle de l'Amazonie. Et comment impliquer davantage les journalistes dans la défense et la promotion des droits humains? Le sujet était au cœur d'une concertation à Yaoundé. Une réflexion qui survient au lendemain des arrestations ou interpellations de certains journalistes lors des marches interdites du mouvement pour la renaissance du Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage de Rodrigue Ngassi, Marcelin Ganso. Les journalistes ont un rôle important à jouer dans la promotion et la protection des droits humains. Sauf que cela ne se passe pas toujours sans la violation de leurs propres droits, comme on a pu le constater lors des marches interdites du MRC du 22 septembre 2020. Vous retrouvez entre les mailles des hommes en tenue être pratiquement enlevés, séquestrés pendant près de 48 heures. Alors que vous n'étiez que sur le terrain professionnel. On n'a pas forcément besoin d'être ennemi sur le terrain, on n'a pas besoin de se tirailler sur le terrain, parce que si chacun respecte les canons de son métier, les forces de maintien de l'ordre dans leur canevas à eux, les journalistes dans le leur, il est fort probable qu'on concourt vers les mêmes objectifs. Des exemples sont légion qui montrent tout le mal que se donnent les acteurs des médias pour traiter les informations axées sur les droits humains. Il y a un problème qui limite effectivement le traitement de ces informations dans les médias. C'est que
il y a une sorte de méfiance entre les journalistes, les autorités administratives, les autorités judiciaires, la police, la gendarmerie, ce qui fait que le journaliste a difficilement accès aux informations capitales sur les droits humains. Voilà qui donne sens à cette concertation multi-acteurs qui constitue une des activités phares du projet baptisé Presse libre pour promouvoir les droits humains. Projet financé par l'Union européenne et porté par JAD, journaliste en Afrique pour le développement et ses partenaires, tels que l'Association des juristes pour les droits humains et Karaté sans frontières. Notre projet vise effectivement à contribuer à remplir cette obligation que le Cameroun a prise devant ses partenaires internationaux en renforçant les journalistes sur les différents instruments, non seulement les journalistes, mais également les avocats qui sont appelés à assister les journalistes devant les tribunaux afin que tout ce monde-là soit mieux outillé pour défendre les droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme voit d'un bon œil cette synergie d'action qui se met en place dans la perspective d'une meilleure promotion des droits humains dans les médias. Nous soutenons l'action des organisations de la société civile qui travaillent pour la protection des droits de l'homme dans le respect de l'éthique et de l'intégrité des défenseurs des droits de l'homme. JAD imagine un scénario où les acteurs de la chaîne judiciaire, les forces de sécurité en particulier et les journalistes travaillent en synergie pour s'assurer du respect des droits de l'homme dans toutes les procédures engagées contre les justiciables. Cela est bien possible au lieu que les deux parties se regardent en chien de faïence, comme c'est très souvent le cas. Processus de décentralisation en marche au Cameroun, les jeunes dénoncent le manque de volonté du gouvernement à les impliquer dans des projets de gouvernance. Réunis au sein d'une plateforme, tous appellent la jeunesse à une prise de conscience de son rôle à jouer dans la décentralisation. François Dikoumé, Sylvestre Zangao. Dans plusieurs communes au Cameroun, des jeunes ont décidé de se réunir au sein d'une plateforme pour assurer le contrôle des projets financés par les budgets communaux. Mais au-delà, il est question de mobiliser les jeunes autour des questions sociales, économiques, démocratiques et citoyennes. Cependant, les difficultés auxquelles ils font face amènent souvent ces jeunes Camerounais à marquer leur désintérêt pour cette mobilisation. C'est un ensemble de problèmes en fait. Il n'y a pas un truc qui fait que les jeunes ne participent pas, c'est un ensemble de problèmes. Il y a les conditions financières. Déjà, notre enquête, l'une des premières raisons pour lesquelles les jeunes disaient qu'ils ne s'engagent pas, c'est qu'ils sont trop occupés à chercher de quoi survivre et qu'ils n'ont pas toujours le temps pour venir participer aux activités. Mais il faut aussi reconnaître qu'on n'a pas un gouvernement qui est particulièrement porté vers l'implication de la jeunesse. Et ça, c'est vraiment sur des faits. Si on regarde la moyenne d'âge de notre gouvernement, il y a très peu de personnes qui sont de l'âge de la définition même du gouvernement de la jeunesse qui est entre 15 et 35 ans. Et là, je suis vraiment en train de parler d'un haut niveau de représentativité. On peut regarder tous nos ministres, on verra qu'il n'y en a pas un seul qui a moins de 35, je dirais même 40 ans. Donc ça, c'est aussi un obstacle, ne pas avoir un gouvernement qui, dans la prise de décision, implique des jeunes. Elle a donc du pain sur la planche, la plateforme indépendante des jeunes pour la démocratie et la citoyenneté active. Dans ce cocktail de difficultés, il faut trouver des éléments de motivation et elle s'y attelle comme elle peut. Nous avons le livre blanc, qui sont des propositions que nous faisons aux élus, et nous avons une campagne contre les préjugés que les jeunes ont envers la politique, parce qu'il y a aussi beaucoup de préjugés, c'est une des causes. Les jeunes se disent non, la politique c'est pas pour les jeunes. D'ailleurs, on a l'habitude de dire l'école, les écoliers et la politique aux politiciens, ce qui n'est pas complètement vrai, parce que tout se passe, même les lois sur l'éducation sont politiques. Donc il vaut mieux qu'un élève sache ce que l'État prévoit de faire avec l'éducation que complètement de se couper de ce milieu-là. Et donc les obstacles aujourd'hui, par exemple pour ce projet, c'est l'accès à l'information. Est-ce que quand le conseil communal se tient, les jeunes sont au courant qu'il y aura le conseil communal et que même il est ouvert? Combien de jeunes savent que ils peuvent avoir accès au budget d'après la nouvelle loi, simplement en allant demander, parce que la loi précise que sur les conditions d'accès, c'est-à-dire que si on vous dit que vous devez imprimer le document, c'est de votre poche que vous le faites, mais que la mairie doit pouvoir vous donner le document. Dans la mouvance de l'accélération souhaitée du processus de décentralisation, de jeunes Camerounais comptent donc faire entendre leur voix.
Avez-vous déjà acheté des œufs ces dernières semaines? Depuis près d'un mois, le prix de ces produits de l'élevage a grimpé de façon vertigineuse sur le marché. Pour les acteurs de ce secteur, la fermeture des frontières due à la pandémie du coronavirus est à l'origine de cette situation qui pourrait s'aggraver à la fin d'année. D'autres précisions avec Donald Brice Kamgan, Georges Mitterrand-Dam. C'est avec surprise que Dame Christelle Yaron revient de ce dépôt d'œufs au marché double balle à Bépanda. L'alvéole des moyens qu'elle a souvent acheté à 1800 francs CFA lui revient ce matin à 2200 francs CFA, soit une augmentation de 400 francs CFA. Là, on ne sait même pas comment on va expliquer à messieurs que voilà, le prix a augmenté par rapport à comment on achetait avant. Par endroit, le même alvéole se vend à 2300 francs CFA. Une fluctuation selon le fournisseur de chaque détaillant. Le cas de ce vendeur au marché Nuit des Dos. Voilà, par exemple, moi je prends au dépôt à 2200 francs. Il faut que je monte 100 francs pour pouvoir au moins avoir de quoi avoir un petit rendement, quoi. Une augmentation variable entre 300 et 400 francs CFA est appliquée sur la vente des œufs, petits, moyens ou gros, dans les espaces marchands. De façon générale, c'est l'incompréhension chez les clients et autres consommateurs de ce produit agricole. Les prix ont flambé, on ne comprend plus rien là. Subitement, à plus de 2000 francs la palette d'œufs, l'alvéole d'œufs coûte plus de 2000 francs, on ne comprend rien. Comme le prix était bien, on vendait à 100 francs, 125. Maintenant, nous sommes obligés de vendre ça à 150 francs pour bénéficier quelque chose. De source avisée, la restriction des mouvements des personnes et des biens liés à la lutte contre le Covid-19 a limité les importations des pondeuses. Celles arrivées récemment n'ont pas encore 6 mois, la période nécessaire au couvage. Ce grossiste pense que le défaut de subvention de ce secteur sensible en période de crise handicape la production. Il faut subventionner les éleveurs, il faut les aider. Parce qu'il y a les bâtiments sans poulet qui sont là à l'ouest, dans des zones d'élevage, même dans les zones périphériques de Yaoundé. Il y a des éleveurs là-bas qui n'ont pas des œufs, mais il y a les bâtiments. Le retour à la normale n'est pas espéré avant janvier prochain. En attendant, les consommateurs redoutent les risques de pénurie et de spéculation à l'approche des fêtes de fin d'année, période de forte demande. Rendons-nous à présent à l'étranger, en Côte d'Ivoire, où Alassane Dramane Ouattara a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle avec 94% de suffrages. Le candidat du RHDP a fait une véritable razzia selon les chiffres de la commission électorale indépendante que je vous propose d'écouter. Bureau de vote qui ont pu être ouverts, 17 601. Population électorale correspondante, 6 066 441. Votants, 3 269 813. Bulletins nuls, 53 894, soit 1,66%. Bulletins blancs, 35 099, soit 1,09%. Suffrage exprimé, 3 215 909. Taux de participation, 53,90%. Ont obtenu Alassane Ouattara, 3 031 483 voix, soit 94,27%. Afi Nguessan Pascal, 31 986 voix, soit 0,99%. Bédier Kona Aimé Henri, 53 330 voix, soit 1,66%. Kwadio Kona Bertin, 64 011 voix, soit 1,99%. Est donc élu président de la République, M. Alassane Ouattara. Conformément à l'article 59 du Code électoral, la Commission électorale indépendante transmettra au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux de dépouillement accompagné des pièces justificatives dans les 3 jours qui suivent, à charge pour cette institution de proclamer le résultat définitif.
Et le domicile d'Henri Konan Bédié, désigné par l'opposition ivoirienne comme président du gouvernement de transition, pris d'assaut par les forces de l'ordre au moment où une déclaration devait être lue. On voit tout cela dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Emmanuel Diop et Gizogo. C'est une séquence très mouvementée qui vient de se dérouler ici à Abidjan à mi-journée au domicile d'Henri Konan Bédié, l'ex-président ivoirien. Domicile dont nous avons été éloignés suite à une intervention de la police. Oui. Il vient empêcher la conférence de presse. En effet, les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux et ont voulu interdire la manifestation de l'opposition qui consistait en une déclaration suite à la mise sur pied d'un gouvernement de transition, mais surtout aussi suite aux violences qui sont intervenues à Abidjan, notamment autour du domicile de Konan Henri Bédié et des autres leaders de l'opposition, dont Pascal Affi-N'Guessan du FPI, Assoua Adou du FPI également et Albert Mabry Tokeus. Des tirs ont effectivement été entendus aux environs de 22 h hier, aux alentours des domiciles de ces différentes personnalités. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les partisans de Konan Henri Bédié ont dressé des barricades à l'arrivée de la police et il a fallu de longues minutes de pourparlers par la suite pour que des échanges de tirs n'interviennent pas. C'est après un retour à la calmie que Maurice Kakou Gikaye, le secrétaire exécutif du PDCI, a pu enfin délivrer la déclaration de la plateforme de l'opposition qui rappelle les attaques intervenues autour des domiciles de ses leaders. C'est avec une grande déception que nous avons vécu dans la nuit du lundi 2 novembre 2020, aux alentours de 22 h 20, une attaque à l'arme lourde contre la résidence de son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, président du Conseil national de transition. Dans le même temps, il a été signalé que les résidents des leaders de l'opposition, Pascal Affi-N'Guessan, Albert Mabry Tokeus et Assoua Adou, ont également fait l'objet d'attaques à l'arme lourde. Ces attaques armées nocturnes, injustifiées, incomprises et perpétrées par des éléments à bord de véhicules de nos forces régulières témoignent d'un grave recul de notre démocratie et d'une atteinte inacceptable aux droits et aux libertés individuelles. Maurice Kakou Gikaye rappelle également que Henri Konan Bédié entend mener sa mission avec détermination et appelle également à la mobilisation des populations à travers des manifestations. Le président Henri Konan Bédié reste déterminé et engagé à conduire avec bonheur et succès la mission de salut public en qualité de président du Conseil national de transition que vient de lui confier l'ensemble des présidents des plateformes des partis politiques de l'opposition ivoirienne. Chers compatriotes, son Excellence Henri Konan Bédié, président du Conseil national de transition, vous exhorte à demeurer mobilisé et à manifester publiquement pour vaincre toute tentative d'empêchement. Désormais, le domicile du président Henri Bédié est inaccessible. Il est encerclé par les forces de l'ordre, notamment la police qui empêche et les véhicules et les piétons d'avoir accès à ce quartier résidentiel d'Abidjan à Cocody. Merci. Sur un tout autre plan, dans une dimension beaucoup plus apaisée, le candidat indépendant Kouadio Konan Bertin Kakabé a lui également fait une sortie dans laquelle il appelle à l'organisation dans de très brefs délais d'une conférence nationale de réconciliation. Notre pays est à la croisée des chemins. Je souhaite que soit organisée dans le meilleur délai une conférence nationale de réconciliation nationale. Elle devra associer toutes les forces politiques du pays, les anciennes comme les nouvelles, toutes les forces vives, sociales, religieuses et culturelles. C'est selon moi le seul moyen pour conjurer la perspective de voir deux Côtes d'Ivoire s'affronter dans un cruel face-à-face.
Peut-être c'est autour de ces appels à la calmie et à la pondération qu'il faut désormais espérer pour la Côte d'Ivoire, après la réélection d'Alassane Dramane Ouattara comme président de la République au premier tour de ce scrutin avec 94% de suffrage. Depuis Abidjan, pour Equinox Télévision, Emmanuel Diop, Gizogo. Élection présidentielle américaine, qui de Joe Biden et Donald Trump sera le prochain président des États-Unis? Depuis ce matin, des millions d'électeurs américains votent pour élire le prochain locataire de la Maison-Blanche. Les résultats de ce scrutin départageront les deux candidats les prochaines heures. Et un public reportage dans ce journal, Orange Cameroun vole au secours des sinistrés de Ngouaché. Elle a procédé à la pose de la première pierre d'un centre de santé et un forage sur le site du drame. Reportage. La catastrophe de Ngouaché, survenue dans la nuit du 28 au 29 octobre 2019 et qui avait mis la ville de Bafoussam sous les feux de projecteurs, avait plongé de nombreuses familles dans la précarité, la promiscuité, rendant celles-ci vulnérables. Pour leur donner du sourire et un espoir de vivre dans une société où l'accès aux soins est un droit fondamental, la Fondation Orange Cameroun s'est mobilisée dans un élan de cœur pour sortir des terres un centre de santé intégré et un forage dédié aux sinistrés de Ngouaché. Elle a procédé le vendredi 30 octobre 2020 sur le nouveau site qui leur a été attribué par le gouvernement camerounais à la pose de la première pierre de ces deux ouvrages. La Fondation Orange a pour mission, l'une de ses missions, de venir en aide aux populations en détresse, aux populations en difficulté. C'est bel et bien le cas des populations qui ont été affectées par le sinistre du 28 au 29 octobre 2019, l'éboulement des terrains, qui a coûté des pertes en vie humaine, des biens matériels, etc. Ces populations ont besoin, n'est-ce pas, de recommencer à zéro. Le gouvernement les a alloué un site ici où nous nous trouvons actuellement. Et il est question maintenant qu'ils aient accès aux soins de santé de qualité dont ils auront besoin à l'avenir. Donc nous avons posé aujourd'hui la première pierre, la construction d'un centre de santé intégré et d'un forage qui permettra à ces populations recasées à avoir accès aux meilleurs soins. Le gouverneur de la région de l'Ouest qui présidait cette cérémonie a salué cet élan de générosité qui a toujours caractérisé cette entreprise citoyenne. Mes remerciements envers Orange Cameroun pour ces gestes. Ils avaient promis, et voilà aujourd'hui ils sont en train de réaliser à travers ces postes de première pierre. Je crois que les sinistrés en ont besoin. C'est l'occasion pour moi d'exprimer au nom du gouvernement notre remerciement envers cette société pour cette que nous connaissons étant une entreprise citoyenne, pour cette solidarité envers les victimes de Ngouaché. Les heureux bénéficiaires ne cachent pas leurs émotions. Ce que Orange nous a offert ici, ça nous anime tellement que on ne sait quoi dire. Pour aller dans notre centre de santé de Bamou, il va falloir que nous parcourions au moins 12 km sans compter ceux qui sortent loin de l'aéroport afin que de se rendre au centre de santé intégré de Bafoussam 3. Non seulement il nous a raccourci la tâche, mais je pense quand même qu'il va nous délivrer un peu de nos malheurs que nous on en souffrait tellement. Vraiment, nous on dit grand merci à Orange, surtout dans ce quartier même. Nous sommes trop ravis, très très ravis par le geste que Orange Cameroun a pu faire pour les sinistrés et pour nous-mêmes les autochtones de l'Attique. Vraiment, nous sommes très fiers et nous disons merci. Que Dieu les aide et qu'ils continuent de l'avant. Durée des travaux, 4 mois pour un coût d'environ 40 millions de francs CFA. La Fondation Orange Cameroun n'est pas son premier geste de générosité dans la région du Soleil couchant. Elle a déjà construit un village orange, un centre de santé, des forages, une école, 2 maisons digitales et bien d'autres. C'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alotou pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alain. Présidentielle ivoirienne, Alassane Dramane Ouattara élu dès le premier tour avec 94% de voix.
Vous l'avez dit, Serge Alain Autou, ce n'était pas une surprise pour les millions d'Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara, vous l'avez dit, il a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier avec 94% de suffrages. Le candidat du RHDP a enregistré ce score fleuve face à ses adversaires qui ont boycotté l'élection. Ces derniers étaient plutôt engagés sur le chantier de former un gouvernement de transition qui sera dirigé par l'ancien chef d'État Henri Konan Bédié. Et vous l'avez suivi dans le reportage de nos envoyés spéciaux, le domicile d'Henri Konan Bédié qui est encerclé par les forces de maintien de l'ordre depuis hier. De retour à Kumba, une semaine après, le ministre Paul Atangandji fait une promesse aux commanditaires et auteurs du massacre de Kumba. D'un ton ferme, le ministre de l'administration territoriale a demandé ou a déclaré que les auteurs de ces crimes odieux seront poursuivis jusqu'à leur dernier retranchement. Le ministre de l'administration territoriale s'est également incliné sur la mémoire de ces 7 écoliers froidement assassinés à la Moda Francesca School de Kumba. Serge Alain Autou. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne Berthe. Très bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Dans un instant, madame, monsieur, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau, c'est l'heure du débrief du journal, toujours en compagnie de Vincent de Paul Yédé, maître Achille Ledio. Il est également là, docteur Marcelin Bema et maître Fabien Kenyé. Alassane Dramane Ouattara, élu dès le premier tour avec 94% de voix. C'est Alain Autou. Voyez-vous, excusez-moi, ça c'est mon appellation personnelle. Nous avons encore là affaire à un voleur d'élection. Non. À un voleur de pouvoir, comme on y est déjà habitué. On va rester courtois, maître. Je suis suffisamment courtois, Serge Alain. Je vous ai dit d'emblée que cette expression est de moi personnellement. Il s'agit là d'un cas de voleur d'élection. Je le dis pourquoi? Parce que en ce qui me concerne, juriste, avocat, nous le savons tous, la Constitution ivoirienne ne permettait pas à ce monsieur de se représenter comme un candidat en Côte d'Ivoire. Et pour l'avoir fait, Serge Alain, vous n'êtes pas sans ignorer combien d'Africains sont tombés. Et en réaction, comme d'habitude, c'est toujours propre au voleur d'élection, il a rejeté la responsabilité sur ses opposants. Alors, et surtout que si ce troisième mandat n'avait pas eu lieu, on n'aurait pas eu ces morts-là. Le champ lui a été laissé libre. Vous aurez constaté en face, il avait Kakabé. Kouadio Konan Bertin. À qui on a donné 1,94%. Je crois qu'il ne vous a pas échappé cette vidéo qui a fait le buzz dans la toile dans laquelle il y avait plus de votants, je crois, dans un bureau de vote que d'inscrits. Donc, pour ce qui me concerne, je crois que l'Union africaine, bien qu'elle ait donné un satisfait, soit dit en passant, vous n'êtes pas sans ignorer que c'est la foi des anciens chefs d'État. Bien qu'elle ait donné un certain satisfait, elle a quand même décrié les conditions dans lesquelles ces élections se sont déroulées. Et permettez-moi d'extrapoler un peu pour faire une comparaison avec le Cameroun. Vous avez constaté qu'à l'issue de cette élection, le ministre de la Justice ivoirienne a saisi le procureur de Côte d'Ivoire afin qu'il ouvre une enquête par rapport aux positions qui sont celle de l'opposition ivoirienne aujourd'hui qui a constitué déjà un gouvernement de transition pour 30 mois. Cependant, parallèlement au Cameroun, les opposants sont aujourd'hui en prison pour n'avoir même rien fait, juste pour avoir revendiqué, pour avoir tout simplement voulu marcher en protestant contre les élections. Et pour l'avoir fait, à l'instant où je vous parle, le professeur Alain Fogué, ainsi que Bibou Nissak, qui n'a même pas eu la chance de juger de son mariage, qu'il a célébré par force, se retrouve devant le tribunal militaire, un tribunal totalement parallèle à la justice camerounaise. Voyez-vous. Donc nous sommes en pleine dictature, nous sommes déjà un peu habitués à ça. Il faudrait qu'à un certain moment, ce vieux qui devrait être des personnes sacrées pour nous revienne à la raison et quitte le pouvoir
avant que le pouvoir ne les quitte. Maître Achille Ledjo, face à ce score, 94%, dès le premier tour, il faut rappeler qu'en Côte d'Ivoire, c'est l'élection présidentielle, c'est à 2 tours. Il était unique également. Oui, ben voilà, mon cher Serge, ce qui, je crois, avant le 31 octobre, ce qui se conjuguait au conditionnel depuis quelque temps se dit maintenant au mot d'indicatif, c'est-à-dire la certitude. 2 faits marquants, 2 faits saillants, ce score à la soviétique, 94,27%, et l'élément majeur aussi, c'est le taux de participation qui est au-delà des 50%. Oui, 53%. Donc vous comprenez que quelque part, si l'on veut faire une analyse objective, il y a des questionnements. Car voyez-vous, toute l'opposition ivoirienne et qui, n'est-ce pas, appelle au boycott, et on vous dit après qu'il s'agit là, c'est-à-dire que le mot d'ordre semblerait ne pas avoir été suivi. Bon, dans tous les cas, je voudrais tout simplement relever ici que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, gagneraient à se parler parce que, voyez-vous, la politique aujourd'hui est devenue quelque chose de très dangereux. Verser le sang, marcher sur le sang de ses frères pour aller absolument au palais présidentiel, cela me semble pas conseillable. L'opposition ivoirienne, ma foi, je ne fais pas son procès, a quelque peu été naïve parce que, voyez-vous, pour ma part, je pense que cette opposition aurait dû décider, je veux dire, donner sa position de façon franche à l'entame de ce processus. On est arrivé et on a arrivé à une situation suivant laquelle aucun opposant, que ce soit Henri Konan Bédié, que ce soit Pascal Affi-N'Guessan, ces 2 poids lourds de l'opposition ivoirienne aujourd'hui, personne n'a officiellement retiré sa candidature. Dans un premier temps, le camp du parti au pouvoir vous attribuera les scores que bon leur semble, et puis ça va rester dans les archives. Il aurait été de bon ton que cette opposition se retire officiellement de ces élections et annonce véritablement qu'elle ne participera pas. Donc, quelque part, je me dis que cette opposition, au cours du chemin, s'est rendu compte de l'inégalité des forces sur le terrain. Bref, cette opposition se serait rendu compte de ce que Alassane Ouattara avait quand même du pain, du pain et du poids. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire volte-face et il se faisait tard. Donc, véritablement, aujourd'hui, hier, vous avez vu une alliance Bédié, Ouattara, Barbeau contre Bédié. Aujourd'hui, on voit une alliance Bédié, Barbeau contre Ouattara. Donc, et ce sont des alliances qui peuvent véritablement mettre la Côte d'Ivoire sous le feu, et les conséquences économiques, humaines seraient véritablement insurmontables. Donc pour moi, s'il y a matière à dire quelque chose, je dirais tout simplement que le processus a été lancé, tout le monde a été d'accord, maintenant les élections sont sorties. Que de faire fronde et aller créer un gouvernement parallèle ou aller un comité national de transition, ça va lever les attentions, ça doit radicaliser les uns et les autres, et la conséquence ne sera que le pauvre Ivoirien qui parfois a du mal à joindre les 2 bouts. Donc, véritablement, que l'opposition ivoirienne s'imprègne de la grande pensée, je dis bien de la grande pensée, de son excellent le chairman John Fundi, pour éviter un bond de sang en Côte d'Ivoire. Ok. Voilà, Vincent de Paul Yédé, malgré tout, Alassane Dramane Ouattara va inaugurer un 3e mandat. Vous pensez que ça peut prospérer, l'initiative mise sur pied depuis hier par Pascal Affi-N'Guessan et Henri Konan Bédié? Non, ça peut gêner véritablement le 3e mandat du président Ouattara?
ils n'ont travaillé que pour ça. En réalité, ils n'ont pas cru à ces élections. C'est pour ça que même dans leur démarche, il n'y avait pas une stratégie visible. Parce que face au passage en force, ils ont voulu opposer la force eux aussi. Mais malheureusement, il s'est trouvé jusqu'à présent que le président Ouattara tient le bon bout. C'est lui qui a l'armée, c'est lui qui a les services de renseignement. Donc, ils n'ont pas pu, jusqu'à présent... Laurent Gbagbo avait tout ça en 2010, non? Oui, sauf qu'il n'avait pas le soutien de la communauté internationale. Voilà. Et nous n'avons pas oublié... Vous avez oublié... suivi le président Ouattara au sortir de son... Lorsqu'il est allé voter, vous avez suivi ce qu'il a dit? Non, mais qu'il ne se moque pas de nous. Parce que nous savons très bien que lui, tout comme ceux que nous voyons dans notre pays, s'est appuyé sur la communauté internationale pour accéder au pouvoir, après avoir mené une guerre contre le régime en place. C'est grâce à la communauté internationale qu'il a pu accéder au pouvoir. Et nous avons vu ce qu'il a fait. Vous comprenez son discours au sortir du vote? Vous comprenez le discours du président Ouattara? C'est un discours politique. En réalité, il est gêné par ce qu'il a fait. Sur vos plateaux ici, les politiciens sont venus clamer la grandeur de cet homme lorsqu'il disait qu'il ne se représentera plus. Oui. Et au prétexte du décès de son dauphin, il revient se présenter comme si en Côte d'Ivoire, on ne trouvait personne. C'est une insulte pour ce peuple-là. C'est une insulte à l'intelligence pour penser qu'aucun Ivoirien, même dans son parti politique, n'était capable de briguer ce poste de président de la République. En réalité, il n'a jamais voulu partir. Est-ce qu'on improvise un candidat? Non. Parce que tout semble avoir été préparé pour Amadou Gon Coulibaly. Est-ce que du jour au lendemain, on peut remplacer Gon Coulibaly par quelqu'un d'autre comme ça? Oui, mais un parti politique... Est-ce qu'on n'a pas pesé? On s'est dit qu'avec quelqu'un d'autre, le RHDP allait perdre, mais avec Alassane Dramane Ouattara, c'était sûr. Encore une fois... Face aux autres, hein? Encore une fois, ce n'est pas un problème d'individu, c'est un problème d'appareil. Oui. Lorsque vous êtes porté par un appareil politique, quel que soit l'individu que vous choisissez de mettre là, c'est l'appareil qui le porte. Et donc, le RHDP aurait bien pu mettre n'importe qui là et il aurait gagné. Tout au moins... Avec ce score-ci, 94%? Non, mais ce score-ci est logique. Les autres n'ont pas cru aux élections, n'ont pas envoyé leurs partisans aller voter. Bon, sauf que même ce score-là, il vous souvient que sur les chaînes internationales, moi j'ai vu dimanche où un journaliste qui a titré dans un journal écrit, il donnait déjà ce pourcentage-là. Il donnait déjà ce pourcentage-là. Fort, hein? Mais c'est passé, on a tous vu. Ok. Petit Afrique Magazine ici, si vous voulez. Ok. Oui. Voilà. Il a dit que les Ivoiriens allaient se présenter à 53% et tout cela. On comprenait qu'on préparerait déjà l'opinion publique à accepter ce pourcentage-là. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Donc, vraiment, c'est la démocratie qui se meurt en réalité. La démocratie qui se meurt. Et les opposants doivent se remettre en question. Okay. Ils doivent se remettre en question et apprendre à mettre de côté leurs égos et à converger vers un objectif commun. Tant il est qu'ils se battent pour le bien de leur peuple et de leur population. Docteur Bema, pour vous, ce score ne vous surprend pas du tout, hein? Il est habitué. Vous pouvez donner le temps à mon ami l'être du jeu, parce qu'il veut toujours parler à ma place. Serge, je pense que le score se justifie, oui, comme il vient de le dire. Moi, je pense que si on a annoncé le pourcentage, c'est par rapport à l'effectif des membres du parti de Ouattara. Parce que si on entre bien dans l'analyse, on va se rendre compte que les 53% sont les membres de ce parti. Donc c'est ce parti qui s'est préparé pour les élections, qui est allé aux élections. Ce n'est pas toute la population. Donc ce sont ces 50%.
Parce que si on vérifie qui est inscrit dans les listes, sur les listes électorales et qui pouvait participer, parce que le journal a estimé que tout le monde peut ne pas partir comme il voit que les autres sont pas en train de se préparer, mais le parti au pouvoir va aller aux élections. Et combien de personnes contient ce parti au pouvoir qui sont inscrits sur les listes? C'est pour cela que tout ça se justifie. Ce n'est pas la magie que cela soit dit avant, parce qu'on savait que voilà le scénario qui va se passer. Les autres ne sont pas en train de préparer les élections. Quand ils ont dit, comme Maître je le dis, ils font la danse mafia. Quand on ne veut pas aller aux élections, on dit avant que nous n'allons pas aux élections. On ne peut pas faire un jeu parce qu'ils n'ont pas été sérieux. Ils l'ont dit avant le lancement de la campagne. De quelle façon? Vous voulez qu'ils le disent comment? Mais on dit officiellement et on fait des meetings, on annonce qu'on n'est pas aux élections. Nous ne sommes pas aux élections. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais ils ont posé leur candidature. Les bulletins de vote sont sortis. Il y a des gens qui les ont votés. Il y a des gens qui sont dans les recoins qui ont voté ces personnes. C'est pour cela. Il fallait être pragmatique en disant vertement qu'on ne va pas aux élections. Là, on a fait un bulletin unique. Oui, mais le bulletin unique, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont le système bulletin unique. Mais les gens n'ont pas eu l'information que leurs candidats sont retirés au tréfonds. Parce qu'il faut aussi considérer cela. Nous vivons aussi. Quand les gens ne se prononcent pas à temps et de façon verte, ça se passe comme ça. Bon, maintenant, ceux qui sont allés aux élections, c'est le parti au pouvoir. On est sûr que... Pardon? Et Kakabe, le candidat indépendant. Oui, et lui aussi. Bon, c'est pour cela que le score est là. Ce n'est pas 94% de la population ivoirienne. C'est 80% de ceux qui sont allés aux élections. Et ceux qui sont allés en faveur de Ouattara. Et ils sont 53%. Et ces 53%... Non, ça c'est le taux de participation. De ce taux de participation, c'est de là où on a pris 94%. Voilà. Je dis donc ce taux de participation, ce sont les membres du parti qui étaient dans les listes électorales, du parti au pouvoir. C'est eux qui ont voté. Donc il n'y a pas de sorcellerie à dire que le score était qu'on a avant. Non, c'était seulement une démonstration scientifique que les gens ont fait. Voilà, rapidement, on va revenir chez nous. On a parlé des autres. Revenons donc chez nous, au Bercail. On va prendre la direction de Kumba. Maître Kenyé pour la Tangandji, une semaine après, revient à Kumba. Il promet des jours difficiles aux commanditaires et auteurs de ce qui s'est passé à Kumba. Serge Alain, lorsque vous me posez cette question, ma mémoire me renvoie en surface la descente de M. Atangandji en 2016, je crois, dans la zone du Nosso, pour tenir un meeting du RDPC, autant que je me souviens. Vous n'êtes pas sans ignorer, je prends le peuple à témoin, dans quelles conditions il a quitté cette zone-là. Et ça m'amène à poser une autre question, celle de savoir si dans l'intervalle, la population du Nord-Ouest est entrée en odeur de sainteté avec lui. Je poursuivrai en disant, il y a une expression, une métaphore que l'un de mes confrères a utilisée sur l'un de vos plateaux, je crois que ça devait être droit de réponse. Maître Tsapi Lavoisier, pour ne pas le citer, il a dit qu'il y a une expression bamileke de la zone dont il est ressortissant qui dit quand on tue, on ne va pas au deuil. Quand il a eu dit ça, il ne s'agit pas de la mort physique, c'est-à-dire qu'il ne veut pas dire tuer physiquement. Pour dire que Paul Atangandji emporte une responsabilité entière par rapport à ce qui se passe au Nosso. Pour ce qui me concerne, c'est un pyromane. Cela dit, je pense qu'il est irrecevable. C'est j'allais le dire de manière ferme, Paul Atangandji est irrecevable à exercer quelque menace que ce soit, parce que s'il avait usé un tant soit peu la tempérance en tant que ministre de l'Intérieur, nous n'en serions pas là où nous en sommes. Pour peu qu'on ait le sang humain qui coule dans nos veines, personne ne peut accepter que les auteurs des actes aussi ignobles ne soient pas punis. Donc c'est le sentiment partagé par tous les Camerounais qui sont un tout petit peu épris de sang. Ce qui importe aujourd'hui pour nous, comme je l'ai dit, c'est que nous asseyons les déclarations intempestives, les déclarations à la Yankee
ne servent à rien, ça ne peut qu'envenimer la situation. Parce que s'il était si fort, il me semble qu'on n'aurait pas eu ce drame. Il me semble que ces personnes ne seraient pas encore en brousse en train de terroriser la population. Ces bandes armées n'existeraient pas. Que cela cesse. Lorsqu'on a échoué, il faut débarrasser le plancher et laisser les autres faire. Okay, nous en avons marre par rapport à ces menaces. Vincent de Paul Yédé. Le ministre de l'administration territoriale est dans son rôle. Donc, le ministre de l'Intérieur. C'est le ministre de l'Intérieur. Il y a des problèmes de sécurité. C'est normal qu'il descende sur le terrain et qu'il galvanise des troupes et qu'il se rassure que le travail est bien fait. Bon, et puis de l'autre côté également, les populations. Je crois qu'il n'est pas venu les mains vides. Les populations ont quand même bénéficié d'une certaine attention dont il était porteur. Bon, maintenant que la personne de M. Atangandi soit acceptée ou pas, c'est son rôle, de toutes les façons. Quelqu'un d'autre à sa place serait toujours en train de faire ce même travail. Bon, on peut toujours critiquer la manière avec laquelle le gouvernement a géré cette crise, le début de cette crise et tout le reste, mais nous n'en sommes plus là. Nous sommes aujourd'hui à rechercher les voies de sortie. Et donc, ces événements qui ont eu lieu à Kumba nécessitaient quand même que, après le deuil, que l'on aide ces populations et surtout qu'il y a les obsèques qui ont été programmées. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils passent par là. Ok. Maître Achille Ledjo, vous? Oui, mon cher Serge. Le ministre de l'AT, il est dans son rôle. Ben voilà. De promettre des jours pas très reluisants à ceux-là qui ont commandité et ceux qui ont exécuté cet ordre-là. Ce qu'il faut retenir de prime abord, c'est que le SDF, une fois de plus, condamne fermement ce qui s'est passé du côté de Kumba, car aucun acte ne pourrait justifier, je veux dire, aucune justification ne pourrait plaider en faveur de ces actes-là. Autre chose maintenant, c'est que, est-ce que le ministre de l'administration territoriale est dans son rôle? Ben voilà, quelqu'un a dit que le gouvernement du RDPC est conçu de bons pyromanes. Moi, je vais tout simplement dire que pourquoi le gouvernement du RDPC doit toujours être dans la réaction et jamais dans l'action? Ça, c'est la question que je me pose. Et ce ministre-là, c'est-à-dire, il a un champ lexical qui prête toujours à, je ne vais pas dire l'adhésion, mais qui prête toujours à interrogation. Quand il doit intervenir, il doit toujours, il a l'habitude d'utiliser toujours des mots du genre qui connotent une certaine menace qui ne dit pas son nom. Moi, personnellement, j'attendais que le ministre de l'administration territoriale descende comme il l'a fait, mais que ces menaces soient dirigées vers la chaîne des responsabilités en ce qui concerne les bulletins de renseignement, et j'insiste là-dessus. Le garant de la sécurité des Camerounais n'est autre que le président de la République, qui est en même temps le président du RDPC. Ça, ce ne sont pas des analyses politiciennes. Il s'agit des contributions constitutionnelles du président de la République, tel que ressorti à l'alinéa 3 de l'article 8 de la Constitution du Cameroun. Donc, si aujourd'hui le sang coule aux côtés de quelque part que ce soit, il faut interroger M. Paul Biya et son gouvernement. Merci. Docteur Mbema, pour terminer, on arrive au terme de l'émission. Effectivement, je félicite le ministre de l'administration territoriale. Et on parle du temps, et vraiment, il faut ce temps. Le ministre de l'administration territoriale, c'est ça, administrer le territoire. Je pense qu'il est dans son rôle et son discours sied bien avec la circonstance. Et nous félicitons Monsieur le ministre et le président de la République avec tout son gouvernement. Merci. Merci Maître Achille Ledjo, merci Docteur Mbema, merci Vincent de Paul Yédé, merci à vous Maître Fabien Kenyé. Merci Serge-Alain. Voilà, Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox, toute l'équipe conduite par Innocent Abega vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h pour un autre numéro Equinox, émission d'utilité publique. Bonsoir, Kumba.